Dans un premier temps, j'aimerais que vous vous nommiez et que vous me parliez que vous me fassiez un portrait physique du quartier avant avant la démolition, à l'époque où il était construit. Alors, vous pouvez commencer, vous identifier, puis me parler d'un portrait physique du quartier. Alors, est-ce qu'on commence maintenant? Oui. Oui. Alors, je m'appelle Gilles Messier et je suis pharmacien de mon métier. Et j'ai eu une pharmacie ici dans Longue-Pointe pendant 25 ans, soit de 1952 à 1977. Alors, j'avais acheté cette pharmacie-là d'un monsieur Boucher, qui était un vieux pharmacien, et qui, peut-être qu'il allait prendre sa retraite, ou en tout cas. Et puis, j'ai vécu les années qui ont précédé la construction du pont-tunnel de l'île de Fontaine, parce que c'est arrivé dans les années 63-64, je crois. Et puis j'étais là déjà depuis un bon moment. Moi, j'avais eu vent que cette pharmacie-là pouvait être à vendre. Et puis j'ai parlé au docteur Saint-Jean, qui était nos voisins, où on avait un chalet à la Pontienne. Et puis c'est de cette façon-là que je suis venu dans Longue-Pointe. Maintenant, dans ce temps-là, le lieu physique de Longue-Pointe était complètement différent. Il n'y avait pas toutes les constructions qu'on a maintenant, il n'y avait pas les centres d'achat qui sont là. Il y avait une grosse institution qui s'appelait Saint-Jean-de-Dieu dans le temps et qui séparait la ville en deux dans ce temps-là et qui partait de la rivière des Prairies, aller jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Et c'était les Sœurs de la Providence qui avaient ça. Et puis il y avait des bâtisses qui étaient près de la rue Notre-Dame, qui appartenaient aux Sœurs de la Providence. Dans notre coin, au bord de l'eau, il y avait la résidence Saint-Isidore, qui était là pendant de nombreuses années et qui était, je pense, transformée maintenant. Il y avait, et puis, il y avait, c'était le centre du village à ce moment-là, parce qu'on appelait ça le village. Parce que les gens qui étaient un peu plus loin disaient, bon, on va descendre au village pour faire nos commissions. Alors, il y avait une pharmacie, il y avait le docteur Saint-Jean. Moi, je suis arrivé en même temps que le docteur Marc Saint-Jean, qui était le fils d'Édouard Saint-Jean, qui était le médecin de la place dans le temps, et qui est décédé à l'âge de 60 ans, je pense. Et puis, alors on était dans cette période-là, et il y avait une épicerie boucherie en face de chez nous, qui s'appelait Lirette, et puis il y avait un nettoyeur, M. Dimberner qui était là, il y avait un petit restaurant. Ça, c'était du côté sud, entre la rue Saint-Malo et la rue de Boucherville. Sur l'autre côté de la rue, le côté nord, il y avait un salon mortuaire qui était salon Lemay, si je me rappelle. Et il y avait quelques maisons ensuite de ça. Puis il y avait la résidence du Dr Saint-Jean, qui était son bureau aussi. Et puis, moi, la pharmacie que j'occupais, c'est-à-dire le local que j'occupais pour la pharmacie, appartenait à M. Robert, qui était M. Henri Robert, qui était un vieux de la vieille, là, qui avait tenu une commerce dans le temps, tout ça, qui était le beau-père du Dr Saint-Jean. Le père, la mère de pâte un petit peu, là, c'était le père de Mme Saint-Jean, qui était l'épouse d'Édouard Saint-Jean. Ensuite, il y avait un autre magasin qui est loin des télévisions. Dans ce temps-là, ça commençait. Puis on se rendait jusqu'au coin de la rue Curato, où il y avait M. Giguère, qui avait une chambre de restaurant, je sais bien, et puis qui faisait du taxi aussi. Puis juste en arrière, là, un peu plus loin sur la rue Curato, il y avait une épicerie boucherie qui s'appelait
M. Robert, qui était parent avec ces Robert-là. Je ne sais pas à quel niveau. Là. Et puis, on était pendant tout ce temps-là. Puis, il y avait la rue de Boucherville qui séparait, qui était à la limite du terrain de Saint-Jean-de-Dieu. Et puis qui traversait la rue Sherbrooke même, et qui s'en allait vers Saint-Léonard dans le temps. Et ensuite, mais sur l'autre côté, du côté du village, ça n'allait pas beaucoup plus loin que la rue La Fontaine. Il y avait un grand champ, il y avait une glacière sur la rue de Boucherville, dans ce champ-là, qui a fait les manchettes à un moment donné, parce que quand ça passe au feu, il y a des pompiers qui sont morts, parce que s'était approché trop près, puis à un moment donné, il y a un pan de mur qui a tombé. En tout cas, il me semble qu'il y avait eu... L'incendie de la glacière. L'incendie de la glacière avait causé des décès pour des pompiers. Que je me rappelle, en tout cas. Peut-être quelqu'un pour avoir des précisions là-dessus, là. Mais il me semble que ça n'allait pas plus loin que la rue de la Fontaine. Il y avait une famille Duhem qui restait juste sur le coin de la Fontaine, côté nord. Mais c'était la seule maison qu'il y avait. Le restant, c'était des champs. Et c'était aussi un terrain de jeu où nos jeunes allaient jouer au baseball et tout ça. Et puis, ça, c'était à peu près. Et les écoles, évidemment, étaient dans le coin, quand même, ce village-là. Là. Et toutes les activités. L'église était au bord de l'eau, évidemment. Et puis, le presbytère était juste sur la rue de Pailleur, à côté. À côté de l'église. Ça, c'était le côté, tout près du fleuve. Et il y avait la rue Saint-Malo. Il y avait, en tout cas, c'est un peu là, ce qu'il y avait dans le village dans ce temps-là. Vers l'est. Là, Gilles donne une appréciation de notre coin à nous. Quand je dis notre coin à nous, le coin où la pharmacie était arrivée à Longuepoint en 1952, pour moi, ce fut comme un traumatisme, parce que là, tout était prêt. On n'avait pas besoin d'aller ailleurs. On n'allait plus magasiner parce que, bon, il y avait tout ce qu'il nous fallait dans le quartier. Des aiguiseurs de patins pour nos fils. Il y avait le cordonnier. Il y avait aussi ce magasin de Mme Bourdin. Mais là, on parle de Passé Curato. Et on avait tous les services qu'une mère de famille pouvait avoir besoin. Et M. Giguère était un homme qui possédait une grande voiture, genre limousine, et qui nous transportait un peu partout, parce qu'on avait, j'avais pas tous mes enfants en 1952, et qui l'a fait au moment où j'avais 6 enfants, et qui l'a fait. Alors, je me suis renommée, je suis Irène, la femme de Gilles. Ça a toujours été mon surnom. Ah, c'est la femme de Gilles. C'est ça, vous êtes Mme Irène. Lapointe, oui. Et c'est curieux parce que l'église était en face. Il fallait vraiment apprendre à traverser la rue Notre-Dame, qui était comme un cauchemar quand on a des petits-enfants. Parce que la rue Notre-Dame, à ce moment-là, nous paraissait bien dangereuse. Et parce qu'il y avait les tramways. Il y avait une bonne circulation. Et les arrêts d'autobus, forcément, étaient de l'autre côté. Alors, pour aller vers l'est et vers l'ouest, c'était du bon côté, il n'y avait pas de problème. Mais le quartier comme tel nous plaisait parce qu'on arrivait dans un autre monde. On arrivait de Schlager-Maisonneuve, c'est pas tellement loin, mais venir dans le quartier, venir dans Longuepoint, il fallait avoir des raisons. Et Gilles, avec son magasin à une vitrine, parce que plus tard, il va vous dire qu'est-ce qui est arrivé, ça nous occupait beaucoup. Moi, je ne travaillais pas nécessairement à la pharmacie, mais j'allais lui aider pour les grands, les Noël, Pâques, les décorations, faire le ménage. J'ai à ce moment-là connu beaucoup ce que c'était que la pharmacie. Les gens qui arrivaient à la pharmacie étaient des gens qui avaient besoin de parler à un jeune pharmacien. Puis les médecins qui passaient venaient nous saluer. Et je ne sais pas, ça faisait on était contents. On faisait partie de la société de Longuepoint. J'y voyais une certaine fierté.
dans ce temps-là, c'était beaucoup restreint. Étant donné que c'était restreint, le village, on n'avait pas besoin de voiture pour faire la livraison. On avait des petits garçons en bicyclette qui assumaient, disons, le transport des commandes qu'on pouvait avoir. T'sais. Puis quand c'était le moindrement loin, ou dans une paroisse avoisinante, à ce moment-là, il fallait prendre des tramways. Et quand j'avais besoin de marchandises à la dernière minute, ben, j'allais, le garçon prenait le tramway pour aller dans Hochelaga-Maisonneuve, où mon père avait sa pharmacie. Et il pouvait, disons, j'allais emprunter là, du stock pour remplir les prescriptions que j'avais. Alors évidemment, c'était un autre élément où on n'avait pas besoin d'avoir quelque chose de grand parce que c'était petit. Le sujet de conversation à la pharmacie à ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va nous exproprier. Puis on voyait bien des larmes dans les yeux des gens parce que l'inquiétude chez les personnes âgées, à ce moment-là, on parlait pas beaucoup de centres d'accueil ou des choses comme ça, on parlait de foyers puis d'hospices. Alors, ça m'impressionnait, moi. J'y croyais parce que, bon, on savait qu'un jour, on l'aurait été. Mais se préparer à ça, les gens y pensaient beaucoup. Déjà, les gens y pensaient, mais d'une autre façon. Oui. C'est que ça faisait des années qu'ils disaient qu'on construirait un pont et que ça passerait par Longue-Pointe, parce que cette pointe-là avançait vers l'île Charon et c'était quand même propice à le faire. On voyait souvent des gens qui arpentaient. Puis, alors on se disait, ça va peut-être arriver, mais dans bien des années, parce que, disons que c'était pas évident, parce que ça faisait peut-être 10, 15 ans, 20 ans qu'ils en parlaient. Ça se réalisait mais pas. déjà, à l'époque, on avait parle de quelle année à peu près les arpentaient et tout ça? Oh! Ah, ben dans les années... On commençait à en parler. Dans les années... ça faisait une couple d'années qu'on était là. Plutôt les années 60. Peut-être... Un petit peu avant. Peut-être un peu. Oh non, avant. Un peu avant, oui. Vous dites arpenter, mais les gens avaient été pointés pour dire, vous, on va vous exproprier. Mais ça, c'est... Mais les évaluateurs n'étaient pas encore passés. Et puis ça inquiétait les gens, surtout les plus vieux là, du village. Mais c'est curieux parce qu'ils y croyaient malgré tout, un peu, puis ils y croyaient pas totalement. Bien, si vous permettez, on va revenir sur ce sujet-là un petit peu plus tard. OK. On va revenir bon, on a fait comme une espèce de description là, visuelle, oui. là, le physique, de quoi avait l'air cette partie-là. Il y a juste un élément que j'aimerais vous élaborer un petit peu, c'est plus du côté est. Qu'est-ce qui, physiquement, de quoi ça avait l'air? Du côté est, là, c'était... le village s'arrêtait à la rue Homer dans le temps, qui est la rue de Beau-Rivage maintenant. Alors, il y avait les frères de la Charité qui avaient leur maison. C'était l'Hospice Saint-Benoît. Et qui recevait des personnes âgées, particulièrement. Et puis, qui donnaient des soins. Et ils avaient une ferme aussi. Et il y avait même des troupeaux là, de vaches qui allaient paître de l'autre côté de la rue Notre-Dame. Alors, quand les troupeaux passaient, on arrêtait la circulation pour laisser passer les troupeaux. C'est même un événement que cocasse. Les petits-enfants aimaient ça regarder. Ouais. Mais alors, ça s'arrêtait complètement là. Il n'y avait pas d'autre chose d'aller jusqu'à la rue Mercier. Je veux juste te rappeler qu'il y avait la coiffeuse au coin de Saint-Just. Il avait le magasin de fer, qu'on disait, la ferronnerie. Oui. Puis il y avait les assurances Vinette, Oui. juste entre Saint-Just et le Bailleur. Ils ont été là jusqu'à longtemps, hein? Ils ont passé au feu. Bon. Puis en face, il y avait la ferronnerie qui a passé au feu. Monsieur Ménard, non? Non. Non? Il y avait une ferronnerie. Oui, la ferronnerie, c'était M. Ménard qui tenait ça. Et qui était pratiquement en face du magasin de Mme Brodeur. Et
son épouse avait ouvert un centre de coiffure qui était au-dessus de la ferronnerie. La ferronnerie a été pendant bien des années. Et il y avait Vinette, ça c'était un autre vieux de la vieille, il fait de l'assurance, M. Vinette. Et il y avait son bureau là, juste coin de Le Pailleur, pas tout à fait sur le coin, là, Le Pailleur. Il y avait un opticien qui était là aussi, qui était M. Boulian. Il y avait le docteur François Simard, qui était en deux au premier étage. C'est-à-dire que M. Boulian était au premier et le docteur Simard était au rez-de-chaussée. Alors ça, c'est un peu ce qu'il y avait. Et ça s'arrêtait là. Ça n'allait pas plus loin que la rue de Beaurivière. Et il y avait... La banque? Il y avait la banque qui était au coin de Saint-Just et Notre-Dame. C'est la fameuse banque où il y avait eu les hold-up avec les Cloutier, Perrault, les deux frères Perrault. Ça avait été tout un événement parce que... un événement qui avait été couru par les médias. Il y avait eu un enlèvement, bon, sans être un enlèvement, mais les bandits avaient pris la voiture d'un des clients qui était assis là avec sa femme. Oh, ça avait fait un événement qui avait été... et qui est resté historique. Hein. Le vol de la banque, les Perrault, c'est resté historique. C'est quoi, dans les années 60? Autour. Les alentours. Oui. Je me souviens plus très bien. Et ça avait tiré du fusil, tout. Une grosse affaire. Et M. Cadieux, qui était gérant de banque, je le connaissais bien. Et Mme Cadieux était avec moi à la bibliothèque des enfants. Oui, il fallait toucher des personnes qui étaient capables de faire un travail bénévole. Alors, cette dame-là venait à la bibliothèque. Maintenant, nous, on a fait le tour de comme la présentation physique de quoi avait l'air ce territoire-là à l'époque. On parle des fins des années 50, début des années 60. Oui. Maintenant, une fois que physiquement c'est installé tout ça, quels sont vos souvenirs, vous, de la... Juste madame... Irène. Vous tassez un petit peu. Vous tassez un petit peu vers votre main, oui, c'est ça. Une description générale là, de la vie communautaire et religieuse à l'époque, ce que vous remémorez. Dans ce temps-là, évidemment que l'église était encore très fréquentée. Et l'église était à l'origine aussi des activités de loisirs qu'il y avait dans la paroisse. Il y avait, ce que je me rappelle, l'abbé Archambault qui s'occupait de ça et qui avait organisé un tennis là, qui était tout près de l'église sur un de leurs terrains, peut-être. Je ne me souviens pas exactement. Oups, c'est là. On revient sur la vie communautaire. Oui, alors, et puis c'est de là aussi qu'il y avait une activité qui était la chorale de la paroisse, qui était une activité qui était très populaire. Les meilleurs chanteurs de la paroisse faisaient partie du groupe, et puis il y avait M. Stachetti, qui était le maître de chapelle, et je me souviens que c'était M. l'avocat Godin qui touchait l'orgue. Et c'était une chorale qui était bien en vue, semble-t-il. Et puis qui organisait toutes les fêtes avec des pièces particulières, et puis comme dans le temps des bonnes chorales qu'il y avait dans Montréal. Et puis ça, c'était le point de départ. L'église était le point de départ d'un grand nombre d'activités. Et puis notre curé dans ce temps-là était le curé Godin, qui s'appelait Godin justement. Et ensuite... Le cimetière appartenait à ce moment-là. Le cimetière Saint-François. Elle appartient encore. Oui, à Saint-François d'Assise. Oui. Qui était à ce le cimetière actuel, là, Saint-François d'Assise. Le repos Saint-François. Le repos Saint-François. Se trouve être la propriété de la paroisse ici. Alors, la paroisse se trouvait à bénéficier d'un peu de, je dirais, d'un apport financier qui rendait probablement la vie plus facile. Je dis ça comme ça, mais ça m'apparaissait comme ça.
souvent c'était plein de fleurs. Moi, je vous dis toujours les impressions que j'ai reçues, mais il se permettait de belles activités de prière. Quand c'était Pâques, c'était une grande fête. On avait le goût d'y aller parce qu'on trouvait ça beau. Est-ce que c'était l'esprit de village? Moi, je ne l'avais pas. On était plus haut que la rue La Fontaine, d'autres, on faisait partie des nouveaux arrivants. Mais on allait profiter de ça comme un cadeau. Il faut dire que nous, ici, on s'est envenus dans Longue-Pointe. Au début, je restais sur la rue Nicolette dans la Maisonneuve. Et quand il y a eu je me cherchais un logement dans Longue-Pointe, ici. Puis comme c'est des gens qui demeuraient là depuis très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de changements dans les logements. Il n'y avait pas beaucoup de logements qui se libéraient. Et à un moment donné, sur la rue Saint-Just, il y a eu un développement qui s'est fait. Et il y a eu la maison modèle, la minute que nous l'avons visitée, on l'a acheté tout de suite. Et puis on est devenus les propriétaires, mais sur la rue Saint-Just. À ce moment-là, la rue Saint-Just, elle n'allait pas plus loin qu'ici. Il y avait M. Clermont qui était de l'autre côté de la rue, et l'asphalte arrêtait là. Alors on a été, disons, des témoins de toute la construction jusqu'à la rue Ontario. Donc ça arrêtait à Ontario. L'asphalte arrêtait à Ontario. Non, arrêtait avant notre maison. Elle arrêtait là. Oui. C'est plus tard que c'est plus tard. C'est une route de terre. Une route de terre. C'était le départ, là, disons, de tout le développement. D'autant plus que les gens qui étaient... ça, c'était en 54, ça. Alors, ça veut dire que ça commençait à ce moment-là à se développer. Il y avait des grands champs libres, là. On nous les offrait, là. On se disait, bon, si on avait des sous, on venait d'acheter la pharmacie, alors. Les grands champs libres, s'ils se vendaient pas tellement cher, tu sais, on se dit, on va faire un tennis. On n'a pas fait ça parce que, bon, les enfants sont arrivés rapidement, mais c'était vide. Cette maison était là. Sur le Pailleur, il y avait des maisons un peu plus anciennes, et donc, il y avait encore des grands espaces. Sur le Pailleur, ça allait un peu plus haut. Et sur Bruxelles, il n'y en avait pas. Et il y avait sur la rue Beaugrand, là, les débuts là, la coopérative qu'il y avait eu. La LOC. C'était durant la guerre. C'était tout à fait nouveau là, quand nous sommes arrivés ici. Et c'était le commencement des développements, parce qu'il y en a eu sur la rue Bruxelles, il y en a eu sur Beaugrand aussi, et puis un certain nombre. Là. Et la rue Beaugrand restait quand même une rue qui était très passante. Et puis il y avait la rue de Boucherville qui, elle, allait plus loin. Et il y a plusieurs rues qui n'allaient pas plus loin. Alors c'était des champs qui étaient là. Il y a eu beaucoup de parentés qui se sont installées. Les parents de l'un ou de l'autre voulaient revenir ou s'installer ici, craignant l'expropriation. Parce que, bon, l'expropriation est venue plus tard. Mais, alors, le frère de l'un s'est acheté une petite maison. Moi, ma sœur s'est acheté une maison, M. Laforêt, qu'on parlait tantôt. Et beaucoup d'amis sont achetés des petites maisons comme ça. Ils étaient tous, au départ de leur vie, dans les années 50. Donc, mais il y avait ce lien, le lien de parenté. Mais pour en revenir à ces petites maisons-là, c'est la maison de la LOC. Oui. Oui. Parlez-moi donc un petit peu de ce mouvement-là. Est-ce que vous en savez? Bien, quand on est arrivé, c'était déjà en place. Et je crois que les gens achetaient un terrain et qu'il y avait la compagnie de la LOC, ou je ne sais pas quoi, là. D'autres personnes peut-être pourront donner plus d'informations directes. Et puis, la structure était construite, l'extérieur. C'était commune. Et puis, c'était aussi les gens de la maison, puis les voisins, puis tout ça, à travers ça, il y en avait des plombiers, il y en avait des électriciens, il y avait des gens qui pouvaient faire la finition de la maison. Ça s'est construit comme ça. Puis c'était très avantageux au point de vue des coûts. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'installer là. Tu sais. Et il y avait des familles, je me rappelle qu'il y avait plusieurs familles de Tétro qui s'étaient installées là. Entre plusieurs autres, là, des
Tétro, après ça, peut-être des Béliers aussi, il y en a eu. En tout cas, je ne me souviens pas exactement. Une maison comme la nôtre coûtait 12 500. Hmm? La maison de ma petite sœur qu'elle a achetée, qui était de la LOC, ça coûtait 9 000. Pas elle aussi. Non, Thérèse n'est pas de la LOC? Non, mais c'était un mouvement aussi, non. après la guerre. Non. Mais Tu vois, on n'a pas les mêmes souvenirs. Non, c'est ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça, les maisons de la LOC, ça a contribué d'une façon majeure? Oui, oui. D'après moi, c'était le départ Oui. du développement dans Longue-Pointe ici. Évidemment, quand on a construit le pont-tunnel, ça déplaçait le village complètement. Et là, ça s'est construit jusqu'à la voie ferrée plus haute. Tu sais. Mais à ce moment-là, c'est un autre groupe de maisons qui se sont formées, se sont bâties. Vu que c'est un autre contracteur qui achetait la terre, vu que ça avait commencé, il achetait la terre et construisait. Et après ça, on faisait la rue. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait pas de rue. Mais souvent, la maison était identique à celle qui avait été détruite ou améliorée peut-être les matériaux, mais la même architecture ou quelque chose comme ça, ça en était... ça me questionnait, moi, ça. Essayer de respecter la même... oui, peut-être parce que pour y mettre les grands-parents ou les parents ou une maison dans laquelle les gens étaient pour être heureux, puis ils restaient dans mon coin. Mais l'important, rester dans mon coin. Excuse-moi. On a abordé tantôt les loisirs. Est-ce que vous voulez élaborer encore un petit peu là-dessus? Mais moi, je pourrais dire qu'au niveau des loisirs, il y avait des organisateurs de ligues de hockey. Ça, il y en a toujours eu. Et les enfants allaient patiner en face du fleuve dans un vent terrible. Il faisait froid, ça n'avait pas de bon sens. Mais il y a eu des gens qu'on connaît qui étaient encore là récemment, ceux qui organisaient ces parties de hockey. C'était très suivi. Il y a eu aussi, dans les loisirs, nous, on s'est occupé d'organiser des choses à l'église, au soubassement de l'église, qui étaient des réunions de musique. Et suite aux messes rythmiques qu'on faisait autour des années 70. Mais c'était d'abord des petites réunions. Et il y avait, si je me rappelle bien, il y avait du bingo, des activités d'église, là, hein? La place, il devait y avoir d'autres choses, c'est pas que j'y participais parce que j'en avais pas le temps, mais il y a eu des organisations de musique, des concerts, toujours eu des concerts de chorale, et ça, je me souviens de ça. Il y avait l'assureur, M. Vinette, qui, lui, avait une troupe de théâtre qui voyageait à travers la province. C'était son hobby, ça. Et il engageait des comédiens et il s'en allait dans une paroisse, par exemple. Là, il mettait des affiches comme quoi il y avait une pièce de théâtre qui allait se monter à un tel endroit. Et là, à ce moment-là, ça avait lieu. Moi, j'ai eu connaissance de ça. Mais c'était assez étonnant parce que M. Vinette, on ne l'avait pas vu de cette façon-là. Ça, c'est intéressant. C'était des amateurs de musique. Il y en a un qui est devenu un amateur d'opéra. Il pouvait tout chanter. Mais on savait ça parce que les gens nous parlaient. Oui, c'est ça. Ça me fait penser. Dans votre commerce, en étant pharmacien, c'est ça. Les gens, bon, c'est sûr, sans aller dans la vie privée, mais je pense que les gens, de façon générale, ils avaient tendance à se confier et à raconter un petit peu. Nous, moi c'est bien entendu que c'était fréquent pour moi. Tu sais. Les gens, à un moment donné, téléphonaient puis me demandaient si les autobus passaient sur Notre-Dame ou bien donc j'aurais le goût d'aller voir un film, mais je ne sais pas trop quoi aller voir. Est-ce que vous seriez en mesure de me suggérer quelque chose? C'est arrivé plusieurs fois, des choses comme ça. Alors ça, c'était intéressant, parce que les gens savaient qu'on s'intéressait à ces choses-là. Du côté musique, c'était la même chose. Il y a eu des moments pathétiques, aider des jeunes mères à se rendre à l'hôpital ou aller chercher le docteur parce qu'il faisait trop mauvais, et puis organiser des accouchements à partir de la pharmacie. Ça, je me souviens très, très bien. Des gens qui venaient et puis bon,
ils avaient temporairement un problème d'argent et puis ils disaient, pouvez-vous nous aider? Puis ça se faisait. Ce qu'on se souvient le plus, c'est la journée qu'il y avait eu la tempête du siècle. La fameuse tempête du siècle dont on parle encore. J'avais organisé, à ce moment-là, j'avais engagé un paroissien qui avait une motoneige et qui avait... on avait ramassé, on avait été chercher le docteur, on avait été chercher une infirmière. Ça s'était passé sur la rue de Pailleur, ici. Et puis, il y avait un accouchement qui avait eu lieu dans la maison. Et on avait tout organisé ça, puis on avait fourni les médicaments qui allaient avec, et puis toutes les choses utiles là, qui étaient nécessaires. Ça, c'est un exemple là, de choses qui se passaient de temps en temps. Diriez-vous que, c'est une question qui m'est venue à l'esprit tantôt quand vous parliez aussi, la différence majeure que vous avez ressentie, vous, en quittant Hochelaga Maisonneuve, en arrivant ici, comment vous l'expliqueriez, cette différence? Je peux te parler? Bien sûr. Moi, je pense que ça faisait... Les gens étaient plus amicaux, mais organisés entre eux. Dans Hochelaga Maisonneuve, on était des êtres autonomes, des voisins autonomes, ainsi de suite. Ça prenait une occasion pour avoir besoin de l'autre. Mais ici, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était très unifié, le secours à l'autre. Les gens s'entraidaient. À la pharmacie, on a vu combien de choses. Ben, c'est sûr que la pharmacie, c'était l'endroit pour ça. Là. On rendait des services. Mais par contre, c'était bien différent de l'Hochelaga Maisonneuve. Mais non, ça se compare pas. Non. Malgré que, sur certains points, oui, parce qu'autour d'une certaine paroisse, nous, on venait de Saint-Rédempteur, et il y avait autour de Saint-Rédempteur, autour de l'église, là, un noyau là, qui était le même. Là, on avait travaillé beaucoup, on faisait du folklore. Et tous les vendredis, samedis, dimanches, on faisait danser la paroisse. C'est plus que la paroisse. C'est les activités de nativité, la jeunesse. On faisait danser le monde dans la rue, 400-500 personnes. Ça, c'était là. On venait ici, dans le coin, de faire des démonstrations. C'est-à-dire qu'ils s'organisaient et nous demandaient, mais il n'y a jamais eu de demande d'équipe pour venir montrer les danses. Moi, je pense que c'était parce que les gens étaient un peu plus âgés. Oui, dans Longue-Pointe. Les gens étaient un peu plus âgés. Ils se connaissaient. Pour toutes sortes de raisons, là, tu sais. Ils se connaissaient. Pourriez-vous dire, est-ce qu'on se tromperait si je dis que ici c'est plus une mentalité de village? Ah oui. Définitivement. Ça l'est encore des fois. Je regarde, en ce qui me touche, moi, avec la pharmacie, je regardais le Père Saint-Jean, Édouard Saint-Jean, le docteur, qui, quand il finissait son bureau, partait avec sa petite valise, il faisait ses visites à pied, parce que c'était pas loin. Il allait à différents endroits, il prenait une rue, puis une autre rue, il faisait ses visites, pour voir les gens qu'il avait appelés, qui étaient malades. Ça, parce qu'il faisait ses visites à pied, c'était un peu spécial. Il mangeait chez les gens. Hein? Lui, il était un peu spécial. Il rentrait chez les gens, puis il disait « Hey, bon, la mère, là, qu'est-ce que tu fais? Ça sent bon, là. Ça peut faire de la soupe. » Il brassait le chaudron, il demandait une assiette facilement. Et puis il prenait ça sur le coin de la table. C'était un gars comme ça. C'était un gars tout d'une pièce. Très généreux. Il y en a qui aimaient bien ça, d'autres aimaient moins ça. Et ça, c'est sûr. Mais c'était sa personnalité. Oui, c'est ça. La convivialité qu'il y avait dans notre pointe, on la ressent même encore aujourd'hui. Si on rencontre des personnes qui sont plus ou moins âgées, et on les rencontre quelquefois, t'en souviens-tu, il y avait telle chose, puis il y en a un autre qui, s'il l'écoute, dit « c'est vrai ». Alors, je pense que c'était l'image de la campagne. C'était tricoté serré. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. En plus, tout le monde se connaissait. Puis les gens se rendaient satisfaits. On a parlé aussi des commerces tantôt. Là, on pourrait aborder le fleuve.
qu'est-ce que ça représentait le fleuve ici, puis quel est le rapport que vous aviez, dont vous vous souvenez, vous, le rapport des gens, de votre rapport avec le fleuve? Bien, le fleuve, dans les débuts, là, quand je suis arrivé dans Longue-Pointe, il n'y avait pas de quai comme il y en a maintenant. C'était au bout de la rue Saint-Just, par exemple, c'était plage en sable, là. Il y avait des enfants qui se baignaient là. Il n'y avait pas de gros quais où on recevait des bateaux, tout ça. Il y avait une autre chose aussi, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des chalets dans l'île Charon. Et puis, qui traversant à chaloupe, et puis ou un petit chaloupe à moteur dans le temps. Et il y en avait plusieurs qui avaient des chalets de ce côté-là. Et ça, puis le fait de voir aussi le fleuve, parce que après la rue Saint-Just, là, du côté du fleuve, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait surtout dans le paysage, on voyait le fleuve très bien. Et puis il y en a qui allaient, il y avait des plages, la plage Bissonnette, où les gens allaient se baigner là. Qui était où, elle, à peu près? C'est au bout de l'île, ça, à peu près. Oui. Les gens se rendaient là, puis il y avait des bateaux qui les conduisaient dans l'île. Je me rappelle que j'ai déjà vu des photos où M. Léger, qui était ministre dans le temps, avait fait une organisation là, à cet endroit-là. Je me souviens de ça. Là. Moi, je me rappelle que mon père, du temps qu'il passait le pain ici, nous racontait là, les organisations d'hiver. Il passait ici sur le fleuve pour se rendre, c'était pas loin, l'hiver, pour passer sur le fleuve ici pour se rendre à une île. Et des fois, il organisait des tournées de pain pour aller... il y avait des gens qui habitaient à l'année longue, là, mais qui avaient cette possibilité d'avoir des chevaux. Puis il y a des peintres qui ont illustré ça aussi, à la Longue Pointe. Si un jour je le retrouve, je le dirai. Il est certain que la vie d'hiver était dure. On n'approchait pas le fleuve comme on l'approchait aujourd'hui. On serait peut-être allé faire des pique-niques quand on était jeune, mais c'était pas ça. Aujourd'hui, on le fait. Mais à ce moment-là, c'était pas ça. On y allait pour soit le patinage, quelques-uns faisaient un peu de ski, mais le fleuve, on allait le voir à des endroits bien précis, qui était Saint-Just. Et c'était un événement accompagné. Avec des jeunes enfants, on ne les laissait pas aller seuls. Moi, Oui. je parle de la famille. Il y a eu des patinoires aussi qui ont été faites. Oui. Là où est le début de la promenade Belle-Rive, nos enfants ont joué là, à cet endroit-là. Dans le fleuve, il y en a qui allaient... La pêche. Oh, bien ça, la pêche, ça a toujours été. Mais au point de vue du fleuve, Moi, j'avais quelque chose dans la tête tantôt, là. Mais je me rappelle, Avec les navires. Oui. Ben, oui. il en passait Ben, beaucoup moins. Hein. beaucoup moins dans le C'était temps. un événement que de voir passer les bateaux. Si un jour vous rencontrez Adélard Tremblay, il vous racontera la circulation du fleuve parce que il était capitaine. Mais les abords n'étaient pas travaillés de la même manière. Il y avait des roches et puis c'était... ça nous apparaissait mystérieux. Autour des années 52, avec le temps, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, bon, on n'a plus peur du fleuve. On va le voir puis on l'admire. Et c'est resté quand même un lieu où les gens continuent à le découvrir dans le Longue-Pointe. Mais c'est notre lieu. Le fleuve, ça nous appartient. Il y a des gens qui me racontaient aussi, je ne sais pas si dans les années 50, c'est encore le cas, mais qu'il y a des entreprises qui allaient couper de la glace. Oui. Bien sûr, ça existait. D'ailleurs, la glacière était sur la rue de Boucherville, en haut de la fontaine. Et il allait couper de la glace, puis il entreposait ça dans cette glacière-là. Puis cette glacière-là, ben, dans les années 52, quand je suis arrivé, il n'y avait plus beaucoup d'activités, mais on a entendu parler beaucoup. Il y a une autre chose aussi,
c'est que le fleuve n'était pas ce qu'il est maintenant. C'est qu'il y avait de temps en temps des inondations. Et j'ai vu des photos où, par exemple, M. Parizeau, qui travaillait pour moi, m'avait apporté ça. Il était photographié dans une chaloupe sur la rue Notre-Dame. Mon père aussi. C'était... Oui, 1928, je crois. C'était en 28, ça se Oui, bien, je me rappelle de l'expo, là, il y avait une photo où les gens étaient en chaloupe. Oui, c'est ça. Il disait que c'était l'inondation de 28. C'est ça. C'était quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a, il y a pas eu connaissance qu'il y a eu Non, il n'y a pas eu d'autres inondations ou quelque chose d'approchant, là? Vous n'avez pas été inquiet à un moment donné? Non. À partir du moment où on était ici. Hein. Non. Il y avait une autre chose aussi qui était arrivée, une petite anecdote, c'était que un matin, un dimanche matin, à la sortie de la messe de 7 heures, il y avait un chevreuil qui était arrivé, qui était arrivé sur la rue, par la rue Le Pailleur, qui avait été à un moment donné jusque sur la rue Notre-Dame. Et les gens qui sortaient de la messe ont été témoins de ça. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais quand j'ai ouvert la pharmacie à 9 h, là, je n'ai entendu parler. Mais ça me rappelle un souvenir, ça. C'est que les gens, après la messe, venaient à la pharmacie, se rencontraient. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de choses, mais ils rentraient, puis ils nous disaient bonjour. Et puis, c'était comme encore la notion du village qui était forte à ce moment-là. Les beaux chapeaux, les beaux gants, puis ils entraient, ils achetaient presque rien. Après chaque messe, c'était un moment fort là, dans la pharmacie. Ça, c'est du temps qu'on avait une vitrine à la pharmacie. Oui, on a commencé par avoir une vitrine. Après ça, depuis 2 ans et demi à peu près, on a déménagé la porte suivante où on avait 2 vitrines. Il y avait un local beaucoup plus grand et on était là quand même pendant à peu près 5 ans. Jusqu'à la fermeture. Mais on va revenir à votre pharmacie. Là, j'essaie de... Est-ce que c'était bien différent une pharmacie à l'époque que les pharmacies d'aujourd'hui? Je parle au niveau de ce que vous vendiez, par exemple. Ah, ben, c'est bien sûr qu'on avait beaucoup moins de marchandises que ce qui se vend maintenant. Là, aujourd'hui, vous pouvez vous procurer à peu près n'importe quoi. Vous pouvez avoir un chandail même dans la pharmacie. Nous autres, on avait un peu de ce qu'on appelait dans le temps des sunrays. On avait un peu de shampoing, on avait un petit peu de chocolat, des affaires comme ça. Je me rappelle une anecdote. Quand j'ai acheté la pharmacie, on était allé chez le notaire avec M. Robert, qui était le propriétaire de la bâtisse, et le pharmacien en question, qui est M. Boucher. Et puis, le soir, quand j'ai pris possession de la pharmacie, il était à peu près 5 heures. Un petit gars en décès qui m'attendait à la porte. Puis là, les gens venaient voir c'était qui le pharmacien. Alors là, j'ai manqué de chocolat, de toutes sortes de petites affaires, des petites bebelles. Là, les gens venaient voir c'était qui le nouveau pharmacien. J'ai fait ça très bien. Souhaitez bonne chance. Eh oui, c'est ça. Et ils nous regardaient pour nous reconnaître. Parce qu'à ce moment-là, j'ai travaillé 8 mois. J'étais enceinte. Et j'ai travaillé jusqu'à ce que le bébé arrive. Et tout le monde était sympathique à notre histoire. Enfin, on va avoir quelqu'un pour nous guérir. C'était... Moi, c'est ça qui m'a toujours plu. C'était cette espèce d'accueil. Puis venir chercher quelque chose qui n'était pas seulement que des médicaments. On était quelqu'un d'autre. On était des gens qui étaient pour leur venir en aide. Tu ne rencontres plus ça aujourd'hui. Quand tu vas dans la pharmacie. Une chose aussi qui est arrivée, c'est que la confiance existait. Pour un exemple, quand je suis arrivé, le pharmacien qui était là, M. Boucher, demeurait à l'arrière de la pharmacie. Et puis, il a continué à habiter là pendant à peu près 1 mois. Même si j'avais pris possession de la pharmacie. Lui continuait à habiter là, à l'arrière de la pharmacie. Alors, la confiance était comme ça, tu sais. Alors, mais pour ce qui est de la marchandise qu'on avait, on avait moins de marchandises, c'était surtout des prescriptions. Mais on n'avait pas des prescriptions comme dans le temps. Je me souviens de la première prescription, c'était justement M. Robert qui était venu faire remplir une première prescription qui avait été prescrite par son fils et qui était un médicament connu. Et
on lui avait chargé 75 cents. Alors, disons que les prix ont bien changé. Oui. Le souvenir que j'en ai, c'est que tu faisais beaucoup de magistral, Oui. des produits. On faisait encore ça. Des On brassait pommades. des pommades. Oui, il faisait beaucoup de prescriptions à la main. Oui, on avait des... Le docteur Saint-Jean nous prescrivait des prises. Il s'agissait de ça pour gargariser. Il mettait ça dans un demi-verre d'eau, il brassait ça. Là, il se gargarisait avec ça. Et c'était passager, là, mais ça valait bien les pastilles qu'on a aujourd'hui. Tu sais. Et il y avait plusieurs prescriptions qui étaient, on appelait ça des magistrales, où il y avait plusieurs ingrédients qui rentraient là-dedans. Il s'agissait de mesurer ça, peser ça. Et faisait ça. Si je comprends bien, vous étiez appelé à confectionner. Oui. Oui, mais dans ce temps-là, à la pharmacie, on faisait toujours ça. Quand j'ai travaillé pour mon père avant, on en faisait beaucoup. Des onguents, des préparations de sirop. On en faisait beaucoup. Et c'était un peu le même système quand on est arrivé dans l'ombre. Le docteur Saint-Jean avait un certain nombre de formules avec lesquelles il travaillait et avec lesquelles il avait aussi un certain succès. Évidemment, on n'avait pas non, évidemment toute la panoplie d'antibiotiques. Il y en avait quelques-uns. La pénicilline c'était quand même récent, la pénicilline, et puis des choses comme ça. Puis on confectionnait des prises, puis des choses comme ça. Des emplâtres. Des emplâtres, quelques-uns. C'est ce que ton père confectionnait, là? Des emplâtres de moutarde. De moutarde. C'était utilisé à l'époque, c'était oui. pour les maladies, je sais pas pourquoi la tête, c'était pour le rhume? Non, c'était pour la congestion pulmonaire. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de choses. Alors, les gens se faisaient des cataplastes de graines de lin, ça existe encore. À la farine de lin, ils mélangeaient ça, là, puis ils tendaient ça sur des cotons, ils appliquaient ça. Ça faisait comme des compresses. Un certain nombre de choses comme ça qui existaient. La pharmacie était complètement différente dans ce temps-là de ce que c'est maintenant. Ça se compare maintenant. Évidemment, on a suivi l'évolution en 50 ans. On n'a pas resté, même si on a suivi notre cours avec ça, on n'est pas resté là. On a suivi les événements, on a suivi les développements aussi. Mais... oui, tout à fait. Donc, on s'est laissé, on parlait de pharmacie. On parlait de la pharmacie, c'est des choses qui se vendaient, puis des choses qui se vendaient pas. Puis moi, j'ai parlé... Comment ça a beaucoup changé. Moi, j'ai parlé de la notion de village par rapport à la notion du rassemblement. Il y a un passage qui est d'abord de reconnaître qui on est pour être capable de fonctionner ensemble. Ça, c'est ça, c'est cette notion d'identité. Oui. D'être humain, parce que finalement, c'est ce qu'on est tous. Ce besoin cette capacité d'être capable de parler avec un autre. Là, il faut qu'il soit dans le village. Tiens, toi, tu appartiens à une famille, tu sais. Ah, toi, tu es le fils de... Mon fils Pierre, qui a fait du hockey, ça vaut la peine que je raconte ça, avec un monsieur Rochon, qui est électricien depuis plus longtemps ici. Il a revu l'électricien récemment, puis sa femme, elle a dit, « C'était Pierre Messier, toi, à quel âge? 43 ans? Ah, elle dit, j'ai quelque chose de toi. Mon mari a joué pour toi. » C'est-à-dire, c'est lui qui fermait les groupes de hockey ici. Ça a été très fort dans la paroisse. Hein. Les groupes de hockey, ces gens-là, c'est des gens encore presque actifs. Elle dit, une minute. Elle s'en va dans son salon, puis elle avait un cendrier que Pierre avait fait lors d'un tournoi Bantam qui avait eu lieu en 1973, je pense, quelque chose comme ça. C'est pour te dire, elle le conservait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la famille, les gens qui se connaissent, c'est très fort. Sur Rochon, mon voisin. Oui? J'habite en face de chez lui. Ah oui, 1945. Il y a quelqu'un qui arrive. 1945. Oui, c'est ça.
Ça, c'est Richard. Oh, et Laurent. Tiens. Monsieur Richard, c'est mieux Comment d'arrêter allez-vous? Ouais, je suis ton mieux. affaire, non? je suis mieux de couper. Bon, voilà. Fait qu'on peut commencer avec votre exemple, là, de faire le lien avec l'esprit de solidarité des gens. Et un bon exemple de ça, c'est le déménagement. Oui, justement. Justement, on peut parler aussi de cette occasion-là où s'est manifesté beaucoup de solidarité entre les gens de la paroisse ici. Et puis, pour un exemple, là, lorsque je suis déménagé dans le dernier local, là, parce que j'avais fait 3 déménagements, à ce moment-là, on s'est ramassé avec un dernier déménagement où à 6 heures le soir, on n'avait pas commencé. On n'avait rien de fait, on n'avait aucune boîte de préparée. Et à minuit, tout était fini. Pour la bonne raison qu'on avait un gros staff. On n'avait pas de camion, on avait juste des voitures. On avait beaucoup de monde qui sont venus nous aider. Et une auto arrivait, je pouvais reculer 10 boîtes qui étaient placées dans une voiture. Il partait immédiatement, s'en allait sur la rue Notre-Dame. Il reculait là. Il y a 10 personnes qui prenaient les 10 boîtes qui s'en allaient. La voiture s'en allait ensuite. Et puis, on était... ça recommençait. Mais pour faire ça, on était en fait une soixantaine qui sont venus nous aider. De sorte qu'à 6 heures, on n'avait pas commencé. À minuit, tout était fini. Alors, c'est un exemple de... Vous m'avez dit que vous n'aviez pas arrêté vos opérations. Non. Non. Pendant tout ce temps-là, les opérations n'ont pas arrêté. On avait quelqu'un sur un téléphone à un endroit, une autre personne à la place définitive, et on a continué à donner le service en même temps. De sorte que si on avait besoin d'un produit en particulier, on téléphonait là-bas, quelqu'un nous l'envoyait et ça fonctionnait comme ça. On n'a pas arrêté le service aux heures habituelles, jusqu'à 10 heures le soir. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que il y a des personnes qui ne connaissaient pas la pharmacie, les objets, donc ils ne savaient pas trop quoi faire. On avait mis un système en marche. La femme de l'un de nos amis, lui, elle s'occupait des parfums. Alors donc, elle avait été un peu, on dit en bon français, briefée, si vous voulez. Elle avait été informée par un voyageur qui disait, là, on met tous ensemble, on y verra demain. Mais en fait, les choses arrivaient tellement lentement qu'on avait on pouvait mettre les objets en place dès qu'on recevait la boîte. Alors, à un moment donné, c'était magnifique, hein? Les choses, la pharmacie s'est rendue, on l'a vue toute pleine, puis sans effort. Alors, c'était vraiment drôle. Et on a vu là comment est-ce que les gens étaient fiers pour Gilles, que la pharmacie s'installe, que ce soit un bel objet, une belle architecture, ou une belle architecture. Et ils étaient fiers, ils voulaient rester avec nous jusqu'au moment où on a vu la chose terminée. Et avec un bon lunch, on a fêté jusqu'au petit matin. Mais les voisins, il n'y a pas personne qui n'était pas heureux de l'événement. Il faut dire aussi... OK. Je vais les arrêter. Les garçons! Les garçons! Wouhou! Hey les gars, là! Hey! Vous allez être obligés de sortir. Ça marche pas parce qu'on l'entend dans le micro, là. Trop. On garage pas d'eau et on n'en fait pas. Non, Autrement, on va devoir sortir. Non, vous allez sortir. Vous reviendrez plus tard. OK? Ou bien... Désolé, les gars. Revenez dans 1h30 à peu près. Pas grave. Ils ont eu la chance de... Donc, il y a un aspect dans le déménagement. On avait donné aussi l'exemple du coffre-fort. Oui.
parler de coffre-fort. J'avais engagé une compagnie, j'avais un gros coffre-fort et qui était plein de ciment. Et c'était un article qui était difficile à déménager. J'avais engagé une compagnie pour le faire. Et les gens sont venus à 6 heures, comme convenu. Ils ont regardé le coffre-fort, ils ont dit ouais, là, nous, on n'a pas encore soupé, là, on va aller souper, mais on reviendra. Ils ne sont jamais revenus parce qu'ils ne voulaient pas déménager ce gros coffre-fort-là. Maintenant, c'était entendu comme ça, puis il n'y avait pas de danger pour le coffre-fort qui reste dans la pharmacie qui était là avant. Et c'est à un moment donné, vers à peu près 11h30, les gars qui étaient dans l'autre place, ils avaient préparé ils ne me l'avaient pas dit, et puis ils avaient préparé leur façon de déménager le coffre-fort. Ça, c'est des gens, là, des livreurs, puis des amis que j'avais, des gens qui étaient après nous aider. Sont arrivés à un moment donné avec le coffre-fort. Alors, finalement, on l'a mis en place. Et puis, c'était le coup là, qui nous a un peu émerveillés parce que c'était très, très lourd, ce coffre-fort. Alors, c'est sorti l'histoire du coffre-fort. Celui qui avait réalisé toute l'histoire, il se pétait les bretelles. À un moment donné, là, il avait réussi avec des moyens du bord, un diable, tout ça. Pas un diable. Pas un diable, ça s'appelait quoi? Il avait installé des madriers. Des madriers. Et puis des tuyaux. Et puis il roulait là-dessus. Alors ils sont arrivés avec. Je ne sais pas s'ils sont passés par les rues ou bien s'ils sont en venus avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas l'avoir déménagé. Je me souviens plus là, parce que ça fait trop longtemps. Mais quand ils sont entrés dans la pharmacie avec, ça c'était clair et net. Ils étaient sur des madriers avec des tuyaux. Ils roulaient, ils poussaient sur le coffre-fort, puis ils mettaient un autre rouleau en avant. Ils sont arrivés jusqu'à l'endroit où ça devait aller. Alors, c'était... Et le souvenir que j'ai gardé de ça, moi, c'est qu'on avait l'impression d'être toutes de la parenté. C'était ni un ami, on était une communauté là, très soudée à ce moment-là, parce que c'était un événement pour tout le monde. Il faut le faire. Les gens ne le disaient pas, mais on sentait qu'il fallait installer la pharmacie pour ouvrir le lendemain. Il fallait que ça soit prêt. Tout le monde avait le goût de le faire. Il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Il y avait des représentants de pharmacie, il y avait les médecins, il y avait les dentistes, il y avait toutes sortes de monde. Puis des voisins. Des voisins, puis des employés. Tout ce monde-là, à minuit, ont eu droit à un lunch que Irène avait préparé et puis qu'il y en avait pour tout le monde. Ça fait penser un petit peu comme les corvées. Oui. Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. C'est ça la situation qu'on a vécue. Et le lendemain matin, quand à un moment donné, on s'était assis dehors, les gens nous saluaient là, en disant on vous a vu hier déménager, êtes-vous content? Puis là, ils nous laissaient un petit peu silencieux sur le bord du perron. Là. On regardait le fleuve et on était tout enthousiasmés. Le soleil se levait. C'était une histoire un peu particulière, mais on était fiers de l'avoir fait pour tout le monde aussi. Et l'histoire de la sculpture qui a été installée par la suite, c'est en même temps. Hein? Gilles avait le goût d'installer des sculptures dans la pharmacie et ça a interrogé les gens. Combien de personnes se disent « Mais qu'est-ce qu'il y a là? » Puis on leur disait le goût de la sculpture, le goût qu'on avait des objets d'art contemporain et qui l'a fait, à quoi ça sert. Et on a vu tout au long de notre passage à la pharmacie que ça a eu un impact sur les gens. Ils se sont interrogés, mais ce matin-là, de voir tout ça ensemble, tout réalisé, tout monté, c'était un bon moment. Et le lendemain matin, la compagnie qui faisait la démolition, il restait une bâtisse. Alors, c'est pas la même fois, ça. Non. Ça, c'est une autre fois, excusez-moi, là. Non, ça va. Mais disons si on parle de la sculpture qui était à l'avant de la pharmacie, cette sculpture-là,
on l'a donné au Musée d'art contemporain. On a prouvé que c'était une sculpture qui faisait partie du patrimoine du coin ici. Et cette sculpture-là a été donnée au Musée d'art contemporain et elle est exposée à date une couple d'années, soit dans les jardins ou à l'intérieur. C'est une sculpture en acier, en fer, et qui avait près une douzaine de pieds de haut. Et qui était en avant de la pharmacie à ce moment-là. Curieusement, elle portait le nom de... Moi, je pense en tout cas que c'est ça, la famille. C'est une représentation... c'est de l'abstrait, mais il y avait cette notion-là. Beaucoup de gens l'ont interprété autrement, mais il y avait cette notion-là. Et quand on l'a offert au musée, ils l'ont pris avec cette notion-là aussi. Alors, le patrimoine de Renaud-Pointe est au Musée d'art contemporain. Ça fait quelques années. Ouais. Ça a été un moment difficile pour nous de s'en séparer, mais c'est comme autre chose. On est fiers qu'elle est retournée dans le public. C'est ça, elle vit. Elle vit encore. Elle va continuer à vivre son cheminement et elle avait été faite par Yvano Fortier, qui est un sculpteur du Québec, bien connu, qui a eu la chance de faire des œuvres. Mais pour nous, il n'y avait pas seulement la sculpture extérieure, il y avait les bas-reliefs devant les comptoirs de la pharmacie, il y avait des peintures sur le mur au premier étage, puis au deuxième étage, il y avait des peintures aussi pour illustrer l'œuvre de Yvano Fortier. Sur sa table de prescription, il y en avait aussi. Les gens se posaient des questions, c'était pas anonyme, c'était « Pourquoi vous aimez ça? » Ça, c'est dans la nouvelle pharmacie. Hein. Oui, la nouvelle pharmacie. Cette pharmacie-là qui était là pendant quand même plusieurs années, soit de 65 à 77. C'est sous ton règne à toi? Sous mon règne. Elle est encore là sous... C'est-à-dire qu'elle a été vendue à André Brault et Normand Bonin, qui l'a gardée à cet endroit-là pendant une dizaine d'années, avant d'aller s'installer dans le centre d'achat un peu plus loin, en face du parc de Grille. OK. Elle est devenue par la suite le centre de dentiste. Oui. La bâtisse. Mais les notaires, ils sont là depuis le début, le dentiste aussi. Oui. Il y a des gens qui sont là dès le début. Un de ses amis notaires lui a dit « Bon, on va attendre que tu sois prêt. » Il partait lui aussi en carrière. Alors, lui aussi avait été déplacé parce Notaire Pepin. Ouais, je ne me souviens pas où il était exactement, mais je sais qu'il était un bout de temps. Durant le déplacement, là, il était un bout de temps dans le bureau du docteur Saint-Jean, Marc Saint-Jean, qui était sur la rue Bruxelles. Il était exproprié aussi. Oui. Je ne sais pas s'il y avait... le notaire. Le notaire avant le pont-tunnel, je ne me souviens pas s'il était... Mais la maison du docteur Saint-Jean, elle a été expropriée, bien sûr. Oui. Elle était dans le centre. Comme ville. C'est ça, donc on trouve ce fait-là, le fait de la construction du tunnel. Et c'est ça, j'aimerais ça que vous me racontiez. Vous m'avez glissé un mot un petit peu auparavant, mais que vous nous expliquiez comment ça a procédé, ça, comment ils ont procédé les autorités. Mais on sait que ça se parlait avant. Oui. Fait que, quelle était la rumeur avant? Ensuite, quand c'est arrivé pour vrai, comment ils ont procédé pour ça? Puis ensuite, quel a été votre sentiment vis-à-vis ça? Et votre sentiment vis-à-vis des autres qui ont vécu l'expropriation? OK. Alors, évidemment, comme je l'ai déjà dit, on en parlait depuis longtemps. On parlait d'expropriation, que le tunnel, qu'il y a un pont qui se faisait là, ou un tunnel, on ne savait pas exactement. De sorte que mon père avait décidé d'acheter, en face de l'église, trois maisons qui étaient prises ensemble et qui... ça, c'était au cas où il y avait une expropriation, qu'on pourrait s'installer dans cette maison-là, la transformer, etc. Et, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'il y avait un gros point d'interrogation. C'était de quelle rue à quelle rue vont-ils prendre?
de quelle hauteur? Vont-ils prendre ma maison? Il n'y a personne qui n'était pas directement touché, là, qui savait, même nous, on était directement touchés, puis on ne savait pas jusqu'où et comment allaient-ils prendre des maisons. Alors ça, c'était de l'angoisse, hein? Gilles, souvent, lui, il travaillait, mais les gens qui étaient âgés, là, les plus vieux, qui pensaient qu'à ça, qui jonglaient à ça, c'était difficile pour eux autres. Maintenant, je pense que tout le monde n'a pas eu des moments heureux au moment de la transaction. Il y a des gens qui ont été fort déçus, puis d'autres qui ont été contents. Ouais, pour un exemple, mon père, avec ses 3 maisons, pour régler avec le gouvernement, ça lui a pris à peu près une demi-heure. Ils ont fait une proposition, mon père en a fait une autre, et puis ça le satisfaisait. Alors il a accepté, il a signé, il a été payé rapidement, puis il était bien content de son cours. Par contre... Juste une seconde. Alors, par contre, il y en a d'autres qui ont été fort déçus. Et le gouvernement a travaillé d'une drôle de façon là-dedans. Ben, j'imagine que ça doit toujours être comme ça. Les gens qui avaient des baux, ils pouvaient se fier à leur bail. Le gouvernement donnait un certain pourcentage de plus que le bail, mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des baux intéressants, qui leur permettaient de déménager. Même des commerçants qui étaient à loyer avaient de la difficulté à se faire rembourser. Ceux qui avaient des baux avaient de la misère. Ceux qui n'avaient pas de baux, ben, c'était encore pire. Parce qu'ils donnaient à peu près rien. Ils leur payaient le déménagement, des choses comme ça, et c'était tout. Alors, tandis que il y a eu des gens de lac entourage qui n'ont pas eu grand-chose. Puis nous autres, disons qu'on n'a pas eu ce qu'on aurait pu avoir, parce qu'on avait des baux en bonne et due forme. Par contre, il y avait toujours des questions qui étaient sans réponse. À un moment donné, on avait une discussion. Là, on laissait tomber des éléments. Eux autres nous proposaient d'autres choses. Finalement, là, la minute qu'on venait pour signer, le gouvernement disait, là, c'est bien de valeur, mais le type qui s'occupe de votre dossier, il était transféré. Alors, à ce moment-là, il faut recommencer avec un autre. On recommence avec un autre. Et ce qui avait été laissé de côté, disons, ou qu'on avait laissé tomber avec l'autre évaluateur, bien là, à ce moment-là, ça valait plus, ça marchait plus. Parce que ben, il fallait laisser tomber d'autres choses pour essayer de gagner telle affaire. Alors, c'était comme ça pendant 3-4 fois, où il changeait d'évaluateur. Et finalement, on a négocié avec le représentant, le grand chef de Salut-Saint-Laurent, qui, lui, à un moment donné, c'est lui qui a terminé l'affaire. Je reçois un téléphone une journée, il a dit, si vous voulez, on est prêt à signer aujourd'hui. On s'amène là avec mon évaluateur, parce que j'avais engagé, moi, un ingénieur qui me représentait et qui a fait une évaluation du remplacement de l'endroit par rapport à ce qu'on avait besoin. Alors, quand on est arrivé au bureau, le chef évaluateur a dit, bon, si vous voulez laisser tomber les intérêts, on signe aujourd'hui. Comme ça faisait 4 ans qu'on attendait, qu'on vivassait, c'était toujours à couteau tiré. Alors, finalement, on a décidé d'accepter. On était 4 ans en retard. On était déjà déménagé. On avait déjà fait des dépenses. Et c'était 2 années qui ont été très difficiles, dans mon cas. Et ce qu'on a reçu, disons qu'on l'a pris avec plaisir, mais on était très déçus. Parce que pour se replacer, pour se réorganiser, on ne pouvait pas facilement se replacer dans un contexte,
disons, appréciable, parce que 4 ans après, où tout est démanché, tout le coin, tout le village a été déplacé, où il n'y a plus de clients, nos clients sont éparpillés un peu partout. Alors, c'était une période difficile. Puis, il y avait une autre chose que je voulais mentionner aussi. Moi, ce que je savais, c'était difficile de se rendre à la pharmacie. Et se rendre, le retrouver, parce qu'ils ont refait la rue. Il y a eu bien des contraintes. OK, très bien. Une chose intéressante aussi, avec les gens on parlait tantôt de solidarité, puis d'esprit de famille qu'on avait, c'est comment j'ai fait l'acquisition de la maison qui existait sur le terrain qu'on a construit. Je suis allé voir la personne en question et puis j'avais examiné chaque propriété pour voir s'il n'y avait pas une facilité, une possibilité de négocier pour faire l'achat d'une maison parce qu'en fait, il n'y avait pas de terrain disponible. Alors, je suis allé voir le monsieur en question, le dernier. Je pense que j'ai sur une photo l'endroit où cette maison-là existait. Non seulement l'endroit, mais une photo de la maison en question. Alors, cette maison-là, on l'a démolie, mais comment on l'a acquise, je devrais dire, c'est que je suis allé le voir, monsieur, on s'est entendu sur un prix et on avait le même notaire. Le notaire était parti en voyage et il m'a dit, bon, je vais lui donner un acompte, j'ai donné un petit acompte et puis il ne voulait pas avoir de papier. J'ai dit, il faut quand même avoir un papier, il faut s'en faire un. J'ai rédigé quelque chose juste sur un bout de papier, là. Mais il dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Il dit à sa femme, il dit, sors la bouteille de gin, on va se servir un petit verre de gin, et puis on va se serrer à la main, c'est le même que ça va se conclure. Il n'y avait pas besoin de papier, monsieur. Il faut dire qu'il était assez âgé, monsieur. Le monsieur était assez âgé, mais c'était sa façon à lui de nous faire confiance et aussi pas de profiter, parce que quand même, j'ai eu un très bon prix je lui avais donné quand même un bon prix pour sa propriété. Et c'est cette maison-là qu'on a démolie, qu'on a reconstruit. On a reconstruit là-dessus. Et c'était comique, ça, parce que une poignée de main, un petit verre de gin, l'affaire est conclue. Une espèce de rituel, hein, oui. basé sur la confiance. Ça vient toujours à ce que je dis, moi, à la psychologie des gens du village. Ouais. C'est rien de neuf pour lui de faire ça, ça va au-delà des signatures. Ouais. C'était le cœur. Je peux dire que c'est des gens que je connaissais très bien, que je servais. Oui. Il y a toujours cette continuité du voisin, du possible ami, tout ça, là. C'était, à mon avis, ce qui rendait la connaissance des gens agréable, parce que quelque part, on se rendait tous des petits services. Et du point de vue de la clientèle, ça s'est continué quand même. Parce que la clientèle étant disséminée un peu partout, j'ai eu des gens que j'ai conservé comme clients. C'est à partir de l'ordonnance, mettons, aller jusqu'au bout de l'île. Et à partir de la rue Notre-Dame, aller jusque dans Saint-Léonard. Puis même Rivière-des-Prairies. Même Rivière-des-Prairies, c'est ça. Je me souviens des fois, après 10 heures, Gilles fermait sa pharmacie. On partait avec la voiture, puis on allait apporter des gens, on allait apporter des prescriptions aux gens qui habitaient le quartier autrefois. Il y avait confiance. C'était quand même une période intéressante. Oh oui. Comment, par rapport à ce que vous avez connu des sentiments des autres, quels étaient les sentiments de ceux que vous connaissiez qui ont, comme vous, vécu l'expropriation, les déplacements, tout ça? Comment est-ce que c'est aperçu chez eux?
Bien, la plupart ont été quand même un peu, peut-être désorganisés. Parce que le village, comme on l'appelait dans le temps, c'était quelque chose d'ancien. C'était un village ancien où les maisons étaient, pour la plupart, des maisons, souvent des maisons de bois, et recouvertes de toutes sortes de choses, de toutes sortes de façons. Mais ces maisons-là, quand même, n'avaient pas une très grande valeur. Alors, le gouvernement n'a pas donné des gros montants pour ces maisons-là. Parce qu'il n'y avait pas de château là-dedans. Puis, Quoique, il y avait de belles pièces. Il y avait de très belles pièces, mais Oui, il y avait par des contre, maisons bien entretenues à travers tous. oui, je ne Tous dis les- pas que c'était pas des bonnes maisons, Non. mais je dis simplement que c'était des maisons qui avaient peut-être moins de valeur sur le plan, disons, L'évaluation de l'évaluation municipale, Oui. dans ce sens-là. Quand les gens partaient, ils redevenaient anonymes. Anonymes. C'est-à-dire qu'ils s'en allaient vivre dans un autre coin, puis certainement, ils ne pouvaient pas refaire ce qui était leur vécu d'ici. Ça se peut pas, tu sais. Ils ne pouvaient pas aller quelque part. Moi, j'ai des amis qui habitaient ici en arrière et puis qui habitaient au coin de Notre-Dame et le Pailleur. Et puis bon, ils sont venus habiter tout proche. Ils sont déménagés ailleurs, ils ont essayé Ville d'Anjou, ils ont essayé d'autres coins, puis ils revenaient. Finalement, ils sont revenus, pas dans le quartier ici, parce que bon, pas tout à fait, mais très, très proche, là. Et puis c'est ça, ils s'ennuyaient. Ils étaient n'importe qui ailleurs. Tandis qu'ici, bon, on les appelait par leur prénom ou par leur nom de mariage, mais c'était des gens qui se connaissaient. Tu sais, c'est la fille de, tu sais. Ça se dit, ça, c'est la fille un tel, c'est la fille le garçon de l'électricien, c'est notre plombier, ça, c'était notre fournisseur de pain. Je veux dire, finalement, on n'échappait pas à ça, là. C'était cette valeur d'être en groupe et connu. Si vous parliez d'identité. L'identité. Ils perdaient leur identité. Oui, L'expropriation a contribué à ça. Oui. Une des conséquences, c'est que en déplaçant les gens perdaient leur identité. Ils se sentaient moins quelqu'un. c'est ça. Un peu comme quelqu'un qui déménage à tous les ans, par exemple. Oui, ils sont des gens. Et les gens étaient en place depuis des années. C'est pour ça qu'ils se connaissaient bien. Et c'était pas le cas, hein. Non Un seulement petit peu avec plus les haut. petits voisins, mais avec les personnes, disons, des maisons proches, mais un peu partout dans le village, tout le monde les connaissait. Ça, c'était un point. Les grandes familles sont encore là. Je parlais de Demoiselle Vinet, là. C'est elle qu'on a vue cet après-midi, hein? C'est Vinet ou Simard? Non, Simon. Simard. Alors, on la reconnaissait. Ah bon. Tu sais, puis ça fait plaisir, hein? C'est elle. Donc, ta mémoire est bonne, pas juste ça, mais elle faisait partie de la grande famille. Il y a eu des grandes familles dans le coin. Votre point de vue sur ce grand dérangement-là, sans comparer à l'Acadie de 1755, Ben non. on ne compare pas ça à ça, mais ça a été quand même, dans une plus petite mesure, quand même un grand dérangement pour la communauté. Définitivement. On rasait tout le coin. Ah, ça, c'était dévastateur. Tu n'osais plus passer sur les rues où les maisons étaient par terre. T'sais. Beaucoup de gens venaient se choisir des portes ou des fenêtres. Enfin, c'était la partie négative, si tu veux, du projet. Aller voir ce magnifique travail du futur pont-tunnel, c'était impressionnant. D'ailleurs, on n'avait pas accès, il fallait avoir une bonne raison pour s'en approcher, tu sais, puis moi, j'entendais quelqu'un pour aller voir ça, tu sais. Les enfants s'en approchaient pas trop parce que c'était énorme, tu sais. J'ai un monsieur qui a pris des photos juste avant là, de Boucherville, des lieux là, qui étaient pour défaire. Il a fait des peintures avec ça, nous les avons. Et M. Sainte-Croix.
Et c'était pour se donner les dernières images de la route qui était pour être démolie. Ouais. Dans cette période-là, il y a eu beaucoup d'incendies. Les maisons étaient vides. Il y a eu des incendies. Il y avait des vols, puis des gens qui dévastaient. Les pompiers, les policiers faisaient la ronde dans ce coin-là tout le temps. Et puis, même que les derniers temps qu'on était dans notre bâtisse, là, à ce moment-là, dans la place du Pont-Tunnel, c'était... les gens ne venaient pas magasiner le soir parce qu'il y avait juste nous autres. Le restant, c'était des terrains vacants. Il y avait aussi des maisons vides. Les gens avaient peur de venir magasiner le soir. C'était une période difficile sur tout ça aussi. Mais je me rappelle, moi j'avais été obligé d'engager, c'était pas surtout pour les voleurs comme pour les incendies, mais j'avais engagé un type qui venait, un gardien de nuit, qui pouvait communiquer avec moi ici à la maison en tout temps. Et finalement, je pense qu'on était dérangés au moins tous les 2 jours parce qu'il y avait des rôdeurs, il y avait des gens qui étaient au 2e étage, personne. Une bonne journée, quelqu'un qui a pris la bol de toilette qui était là, sans fermer l'eau, évidemment. Ils l'ont arraché. Et puis, ça coulait en bas. On devait faire venir des pompiers, tout ça, pour faire arranger ça. Mais durant toute cette période-là, j'ai eu un gardien de nuit. Oui, moi j'avais peur quand il fermait la pharmacie. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. Ah, bon. Parce qu'il allait retrouver sa voiture un peu plus loin. Et puis, bon, il arrivait beaucoup de choses aussi. Ah, il arrivait des choses. Si on regarde l'histoire du temps, ça n'a pas été très drôle. Mais c'est jamais drôle, un grand mouvement comme ça. Ça nécessite une telle participation de tout le monde. Puis tout le monde n'a pas été déplacé en même temps. Alors, c'était vraiment... Il y avait un certain fouillis, il y avait un certain mécanisme de la part du gouvernement qui était en place, mais on ne les sentait pas. Nos gardiens gardaient le Pont-Tunnel. Combien de temps ça a duré, à peu près, cette période-là, à partir du moment où les expropriations ont vraiment commencé? Jusqu'à temps que vous étiez le dernier à être démoli, je pense. Ah oui, c'était le dernier quand on a laissé la place dans notre 2e déménagement à nous, là, à ce moment-là, on a laissé la place dans la soirée. Et puis le lendemain là, le contracteur était déjà sur place. Et puis à midi, il n'y avait plus rien. C'était la seule maison qui restait. Est-ce qu'ils n'auraient pas commencé autour des années 63, 64? Ah, sûrement. Parce que ça a été long. Hein? Parce que nous, c'est en 65 qu'on a construit. Vous étiez C'était déjà en marche le Pont-Tunnel à ce moment-là, parce qu'on a été 1 an autrement que... Sur la rue Saint-Just. On était sur la rue Saint-Just, là, en attendant d'être dans la nouvelle bâtisse. Mais ça a duré 1 an. C'est tous les abords, hein, tout. Vous pouvez vous imaginer, ils font juste des réparations dans un tunnel, puis toute la circulation est déviée. Imaginez ici, détruire et refaire. Il y avait une rue mythique, la rue de Boucherville, qui amenait les gens dans des golfs, le Maple Golf. Hein? Ah, mais ça, c'est plus haut, ça. C'est plus haut, mais c'était une grande sortie que ça en allait là. Ça n'existe plus. Il fallait sortir du coin. Il fallait sortir du village pour s'en aller vivre ailleurs. Et ça, nous avons eu le temps de vivre ça. Ça a été pas mal impressionnant. Ça a été impressionnant parce que moi, j'étais jeune à ce moment-là, mais moi qui regardais les personnes âgées, je me disais, les gens incrustés là,
dans tout le village, installés depuis longtemps. Je voyais ces gens-là quitter. Ils ont laissé des choses dans leur maison parce que là où ils allaient, soit que c'était pas trop grand, soit que c'était où ils avaient plus le goût d'avoir ces choses-là. Mais je vous jure, quand on allait se promener et on regardait cette espèce de déprime, là, mais il fallait regarder ça autrement. Il fallait regarder vers l'avenir. On sait ce que ça a donné. La conclusion que vous auriez par rapport à ce qui a été, à tout ça, Par rapport à tout ça, là, je peux dire une chose, c'est qu'on est heureux quand il y a des choses comme ça qui améliorent le bien commun. Mais quand ça passe chez nous, c'est un petit peu moins drôle. Au bout de la ligne, là, quand tu regardes tout ça, tout le dérangement, tout ça. On était jeunes, on a bien vécu ça, là. Ouais. Mais on était capable de travailler. Et on l'a fait. Nos enfants ont souffert aussi. Le parc, quand ils ont démoli leur parc, C'était leur terrain. c'était leur terrain de jeu. Quand il fallait prendre des autobus, c'était une organisation terrible. Il fallait que des voitures passent par un autre Schlager ou ça augmentait leur temps de présence dans les autobus. Il fallait une certaine participation. Mais quand on est jeune, on prend ça avec l'insouciance du moment. Puis, bon, ils s'en souviennent, eux autres, ils avaient été privés de bicyclettes, comme je vous disais la dernière fois. Quand ça a été fini, ils se sont rachetés des bicyclettes. Mais bon, alors là, la situation était pour être bien, c'était des voies nouvelles. Sur le plan technique, c'est extraordinaire habiter ici maintenant, parce que, bon, tu t'en vas, tu peux aller vers Québec, tu peux aller vers le centre-ville, par les voies rapides, on est à quelques pas. Le sud, voie métropolitaine, tout est disponible. On l'a expérimenté de toutes les façons. C'est sûr qu'on est bien ici. j'avais une question bien récente. Quand l'Église a manqué, quand il a fallu aller dans la messe à l'école, Oui, c'est vrai, il n'y avait plus d'église. non, on l'en est. d'église. Il y avait une église dans une maison, je crois, ça rue Notre-Dame, un peu plus à l'ouest, qui était, je crois, une ancienne manufacture, ou je me suis trouvé une ancienne école, je ne suis pas sûre de ça, d'autres le diront mieux que moi, mais on allait là, ou bien on allait à la messe ici, à l'école, ou bien... Section des filles, là, il y avait... Il disait la messe, là. Ou À la bien fête que- on allait à la messe en plein air au centre d'achat Maisonneuve. C'était l'aumônier des taxis. Puis là, on retrouvait le village. Bon Dieu en taxi. Bon Dieu en taxi. On allait à la messe à minuit. Et puis, on voyait beaucoup de gens du quartier ici. C'était une sortie. On allait à la messe à minuit. Parce que c'était pas toujours drôle aller à la messe à l'école. Alors, il y a... Tu sais, on dirait que les gens ont toujours su s'adapter, gaiement ou tristement, selon les points de vue, mais dans d'autres structures. Bon, on allait à la messe là-bas, et puis on allait manger après. Et puis bon, on faisait une autre activité. Mais moi, je me rappelle qu'on a fait ça plus souvent qu'autrement. Oui. On avait mangé des frites. Bon, la construction de l'église, ça a eu lieu presque en même temps. Ça que notre construction, je ne me souviens pas exactement de quel moment là, ça s'est passé. Mais c'était quand même quelque chose d'intéressant ici. L'église, notre église était expropriée, le presbytère aussi. C'était défait en même temps. Alors, notre église a été reconstruite à peu près dans le même temps que la pharmacie. Il s'est passé à peu près combien de temps entre la démolition de l'église et le moment où vous avez pu aller à la messe ici? Ici, Je me souviens plus, là. 5-6 ans. Pas tant que ça. Oh, mais pas loin. Pas loin. Il me semble que ça a pris moins de temps que ça. Ça a peut-être pris moins de temps, reconstruire. mais on avait déjà pris des petites habitudes. On allait à Sainte-Claire. Ah ben oui, c'est sûr que tu sais. pendant un bout de temps, on a... Avant que les gens reviennent s'installer, ça a pris un certain temps. Je Je sais que pense, ça prend un certain temps, mais il me semble que 5-6 ans, c'est beaucoup. disons, peut-être. Moi, ça m'a paru comme ça.
On parle de quelques années. Oui, quelques années, sûrement, parce que la démolition de l'église, on met ça 63, 64. Non, peut-être moins que ça aussi. Aux alentours. C'est 63, début 63. C'est ça. 63. Hein? Alors, imaginez, avant que les gens se réunissent dans l'église, si belle soit-elle, il a fallu que les gens les nouveaux arrivants... Parce qu'il n'y a pas juste les gens qui ont donné leur maison, si on peut dire. Il y avait les nouveaux arrivants. Il y a des gens qui ont quitté, même s'ils n'étaient pas... comment on dit ça? Ils n'étaient pas... excuse-moi le moment, expropriés. Il y en a qui s'en allaient ailleurs parce que, bon, c'était trop désagréable de vivre dans la boue, le terrain. Des locataires pouvaient aller n'importe où. Mais, oui. Ça me fait penser, ma question est revenue, oui. celle de tantôt. Par rapport à tout ce mouvement-là d'expropriation, est-ce que vous avez eu connaissance si les gens se sont, je ne sais pas rebellés, là, mais regroupés, par exemple? Non, il n'y a pas. À ma connaissance, il n'y a pas eu de regroupement comme on en voit ces années-ci, là, pour toutes sortes de raisons. Non, je pense que j'ai pas vu ça. En tout cas, il n'y a pas participé. Mais il y avait à ce moment-là du terrain dans Longuepointe et c'était à partir peut-être de ce temps-là que ça a commencé là, à pousser les maisons. Tout la section du centre d'achat là, qui est en avant du parc de Rive, là, les maisons derrière, ça s'est construit à peu près dans ce temps-là, je pense. Les gens il y avait des petits bouts de terrain un peu partout, les gens se sont construits des maisons. Ouais. Il y en a qui n'ont pas quitté, il y en a qui ont pris l'argent qu'ils ont reçu pour la construction, qui était moins dispendieux à ce moment-là. Mais c'est toujours trop dispendieux au moment où on fait, dans le temps, les changements. Diriez-vous, d'après ce que vous avez vu à l'époque, qu'une fois terminé tout ça, est-ce que vous avez senti que ça a créé un développement, que ça a contribué à un progrès c'est qu'il y avait du terrain libre dans cette partie-là. Alors ça s'est construit là, considérablement. Et puis d'ailleurs, cette partie-là de l'église, là, c'était un champ, ça. Là où l'église a été construite, dans le parking en avant, la caisse populaire, ça c'était dans ces années-là que ça s'est développé. Et il y a plein de maisons qui ont poussé autour. Mais il y a un phénomène dans le quartier que moi j'ai toujours trouvé remarquable. C'est les petits magasins, les coiffeurs par exemple, les coiffeuses. Ça s'installait presque toujours dans leur maison privée. C'est comme si, il y en a un ici au coin de Saint-Just, il réussit à vivre, là, mais avant, il y a d'autres choses qui ont été essayées. Des coins où c'était toujours été un commerce, une épicerie, et puis bon, ça revenait toujours à la coiffure. L'épicerie se vendait, ça revenait à la coiffure. C'est encore comme ça. Et dans le quartier, c'est assez amusant. Tu vois, tu te promènes et tu vois des coiffeuses demi-sous-sol ou des privées à la maison. Il y en a encore. Ça fait partie d'une culture, ça. Il y avait Madame Ménard qui était au-dessus de la ferronnerie Ménard, qui était au coin de Saint-Just. Elle avait mis ça même sa maison. Et au-dessus de son mari, c'était plausible. On connaissait tout ce qu'elle mangeait. Tu sais, c'était la vie normale plus la coiffure. C'est ça, les travailleurs autonomes à la maison. Oui, si vous voulez. Ah oui, si vous voulez, mais c'est encore vrai. C'est encore vrai. Alors donc, c'est quelque chose que j'ai noté. Si c'est une évolution, d'ouvrir un grand magasin, peut-être ça en est une, mais la petite coiffure existe. C'est ça, elle n'est pas disparue. Non? L'ouverture des grands centres d'achat A fait que... qui sont tout près d'ici, là, fait qu'il y a beaucoup de commerces qui fermés. Ah oui. On avait des commerces de tissus, on avait
un cordonnier, il y avait tout ça, il n'y en a plus, là. Ça, c'est sûr. Il faut dire aussi qu'avec le temps, il y a beaucoup d'autres parties qui ont été envahies disons, par la compagnie Cast et où il y avait des commerces sur l'autre côté de la rue Notre-Dame. Il y avait des rues comme la rue de Fayeur qui n'avaient pas été touchées, des rues qui n'avaient pas été touchées. La rue Saint-Just, dans le bas de la rue Notre-Dame, ça n'avait pas été touché par l'expropriation du pont-tunnel, mais par contre, Cast est arrivé par la suite. Et c'est là qu'ils ont été envahis et qu'ils ont eu des expropriations. Dernièrement, on vient de vivre la rue Bruno Coty, qui ont été démolies par rapport à ces compagnies-là qui font beaucoup de bruit. Puis là, maintenant, c'est changé. C'est des maisons qui existaient, ça, depuis longtemps, qui faisaient partie du village, mais qui avaient survécu à l'expropriation du tunnel. Mais moi, personnellement, je tiens pas ça comme... Non, je parle des développements. Les développements. Mais les grandes maisons qui sont parties, comme la maison des frères, là, tu sais, là, qui... Ils sont partis, mais avec le temps, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de... Ils ont transformé ça à un moment donné en centre d'accueil, ça ne marchait plus. Bon, mais, ils ont eu l'opportunité de vendre à cash. Bon, ben ils ont vendu à cash. Oui, d'accord. C'était comme une... Ils sont allés s'installer ailleurs quand oui, même. Mais avec une autre idée. Mais ils ne pouvaient plus vivre là, tu sais. Mais avec jusqu'à l'évolution aussi, comme tu dis, là, de la situation des frères, puis les frères de la Charité. Ils ont quand même, en haut de la rue Beaugrand, ils ont des endroits où ils reçoivent des personnes. Ça, j'appelle ça une migration naturelle. Tu sais, les gens ont fini ce qu'ils avaient à vivre dans un coin. Ça ne ressemble pas au grand dérangement. Ça ne ressemble pas à l'histoire du pont-tunnel. C'est ça, c'est que là, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y a eu le tunnel, ça a été une chose. Oui, oui. Mais il y a eu le progrès a continué aussi, puis on a vécu d'autres expropriations, d'autres démolitions pour d'autres raisons. Oui. Ça a été les compagnies du bord de l'eau, Cast, tout ça. Oui. Puis il y avait du terrain ici, du terrain chez les Sœurs de la Providence, qui, là où sont installés le centre Versailles, ensuite de ça, plus loin, si on regarde le centre d'achat d'Anjou, c'est la même chose. Ici, tout près, il y a, dans le terrain des Sœurs, se trouve être un site commercial. Là, la SAQ s'installer, des compagnies qui sont installées là maintenant. Et, à côté ça, de Johnson Johnson qui parle de s'en aller, je ne sais pas s'ils vont... Et ça, c'est l'évolution du temps. C'est ça. C'est l'histoire. C'est une autre chose. C'est ça. Ben, ça fait partie de l'histoire, mais c'est comme le progrès plus normal, d'une certaine façon. Le tunnel, ça a été plus exceptionnel parce que c'était un gros ouvrage. Oui. À l'époque, c'était le plus gros ouvrage de tunnel c'est le sous premier l'eau en Amérique du Nord. Oui, et la façon que le tunnel a été construit, Gilles expliquait un petit peu plus tôt, là, je pense, comment est-ce que les caissons, c'était une révolution, ça, à ce moment-là. Ça, c'est de la fierté, ça. On n'était pas sans vouloir tout connaître. On ne nous a pas tout dit, il fallait aller voir. Mais encore fallait-il que quelqu'un nous explique tout ça. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été... je ne crois pas. On était friands des détails, par exemple, à mesure qu'il se passait quelque chose. Tu sais. J'avais un client qui s'occupait de vérifier le ciment, pourquoi, de ces caissons-là, et puis qui venait chez nous fréquemment, puis qui nous contait comment ça se faisait. Puis, la pharmacie. Oui. Et puis, il nous contait comment ça se passait, puis qu'est-ce qu'il vérifiait. C'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Peut-être que c'est un peu tard dans l'interview que vous faites, mais Gilles a toujours reçu la visite des malades de Saint-Jean-de-Dieu. Hein? Oui. Ah, ben oui. Oui, les gens prenaient des congés et il disait qu'il s'en allait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais il leur permettait de venir, puis bien plus souvent qu'autrement, ils venaient voir Gilles, ils venaient acheter des petites choses, et puis des fois, Gilles leur parlait,
du retour, comment est-ce qu'il était pour faire, qu'est-ce qui est là. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais on peut dire aussi qu'il y a plein de nos clients qui restaient dans le village qui étaient des employés du centre de Dieu. Alors ces gens-là attiraient d'une certaine façon des malades. Puis si je regarde encore plus avant, il y avait la résidence Sainte-Thérèse qui se trouvait être vis-à-vis de la rue de la Valtrie et qui était une maison pour les prêtres malades. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de recevoir dans ma pharmacie 2-3 prêtres que moi j'avais connus au collège et qui, étant malades, sont venus peut-être finir leur jour. Je ne sais pas si j'ai pas eu connaissance des derniers moments, mais quand même, qui, à l'occasion, venaient me voir à la pharmacie. Cette bâtisse-là avait été démolie. C'est pour ça qu'on pensait, nous, qu'il passerait du côté de Saint-Jean-de-Dieu, plutôt que dans le village, parce qu'on disait que ça n'a pas de bon sens de déplacer tant de monde, quand il pourrait, disons, prendre une partie de Saint-Jean-de-Dieu. Mais c'est pas ça qui a été fait. C'était quand même juste quelques pieds, ce qu'on a fait un grand mot, pour dire que l'espace qu'il y avait là, mais Sainte-Thérèse, ça c'était démoli à peu près dans le même temps, peut-être avant même. Il y avait une porcherie le long de la rue de Boucherville, qui avait servi, je pense que j'en ai parlé déjà, mais qui avait servi, non, mais c'était fermé. Les bâtisses existaient encore, mais il n'y avait pas d'animaux là-dedans. Mais ça a servi pendant des années, probablement. C'était un autre lieu qu'on appelait le village, Saint-Jean-de-Dieu. Saint-Jean-de-Dieu, c'est une ville par elle-même dans ce temps-là. Oui. Et, beaucoup de gens de la paroisse. Beaucoup de gens travaillaient là. Du coin travaillaient là. Énormément. C'était l'emploi facile à obtenir, c'était l'emploi facile à soutenir. Il était du coin, la parenté d'eux. Dans ce temps-là, ça marchait. Comme je vous disais, moi, j'ai pas les mêmes souvenirs que lui, mais je peux rattacher les fils. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, les gens du quartier, ben, à l'époque, hein, ils plaçaient les enfants, le beau-frère. Oui. Mais toutes sortes de métiers. On venait qui donnaient des couturières, des laveuses, des cuisinières, des préposés à l'entretien. Tu n'avais pas besoin nécessairement de grande préparation, donc c'était facile d'aller là. Puis là, ça s'est évidemment étendu à l'agrandissement de la Longue-Pointe. Et ça, et puis les militaires. Parce qu'à un moment donné, là, dans Saint-Jean-de-Dieu, il y avait au-dessus de 6 000 patients. C'était quelque chose de vraiment très, très grand, très, très gros. Et ça prenait des cuisiniers, ça prenait des préposés, ça prenait plein de monde, là. Je me rappelle, M. Fizet. Oui, Jacques. J'interrogeais M. Fizet et il me racontait que, je pense que quelqu'un de sa famille, ou son grand-père, ou quelque chose comme ça, il avait comme une porte d'entrée là, sur Notre-Dame, il pesait les aliments, ah ouais? Tu sais, ce qu'ils achetaient, mettons, en gros ailleurs, là, pour justifier. Ils ne faisaient pas eux-mêmes, mais qu'ils achetaient ailleurs. Et ils pesaient. Ah ouais? Ça, j'ai pas eu connaissance de ça, par exemple. Les camions arrivaient, ils pesaient les affaires. J'aimais ça, là. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, vous avez interviewé, qui vous ont parlé de la base militaire à Longue-Pointe. Pas beaucoup. Non? Ah, ça, c'était important, ça. Beaucoup de gens ont travaillé dans le village pour la Longue-Pointe, pour la base militaire. C'est des gens qui... Les gens de métier, là. Encore une fois, la cuisinière, le préposé, la couturière et beaucoup de gens qui allaient travailler pour l'armée. Il y a une partie, où est-ce que Johnson & Johnson, là, les rues Haig, Hayes, Beauclair, ces rues-là, c'est des rues Lyle, j'oubliais celle-là,
c'est des rues où il y a eu des constructions de petites maisons pour les anciens combattants. Et à la fin de la guerre, c'est les gens qui avaient marié, par exemple, des Anglais. Je n'ai parlé parce que j'avais le bureau de poste. Les gens avaient des paquets à maler, ils venaient chez nous pour maler ça parce que j'avais le bureau de poste. Mais ces constructions-là ont eu lieu après la guerre et il y a beaucoup de gens de Longuepointe qui travaillaient là quand même. Mais les gens qui étaient dans cette petite maison-là étaient tous des anciens combattants. Ils ont vécu là pendant 22 années. Ils faisaient partie quand même de notre paroisse. C'est vrai, c'était des gros employeurs. Ah oui. Elle était là depuis quand, cette base militaire-là? Savez-vous? Ah, j'étais là pendant le temps de la guerre. Moi, écoutez, en la guerre de 1949, là, mes frères étaient basés... 49, là, c'était avant ça. 45. 39. 39-45. 39-45, excusez-moi. J'étais trop jeune. Mais mes frères étaient... j'ai un de mes frères qui était basé là. Et c'était quelque chose, ça fait partie de l'armée du Canada. Là. Ça faisait longtemps déjà que la base était présente. Oui, oui, c'était là. Ensuite, c'était lors de la conscription obligatoire. Là. Les gens allaient là se former, puis être appelés par la suite pour faire la guerre. Entraînés. Oui, oui, oui. On passait par là. Après ça, il y en a encore. Il y en a des gens qui sont encore militaires, dont le père a été militaire. Il y en a encore dans le village. Je parlais des petits métiers, là. Un métier qui était à la mode ici, c'était les couturières. Les gens se faisaient faire leurs vêtements. C'était quelque chose par madame de la... je sais pas qui. Ces dames-là, ils ont eu du plaisir à se faire beaucoup. Il y avait beaucoup d'adresses dans le village. Oh, le village, hein, bon. Il reste quelques minutes à la bande, on va essayer d'en profiter. Oui, oui. Comment vous voyez, vous avez vécu le grand développement du quartier et tout ça, comment vous voyez un peu l'avenir de ce quartier-là? Comment ça a l'air de s'enligner? Je pense qu'après le renouveau qu'il y a eu, là, je pense que ça va être stable pendant un certain nombre d'années parce que justement, les terrains qui étaient inoccupés dans ce temps-là ont tous été construits pour la plupart. Il en reste quelques-uns. Il reste les écoles. L'école qu'on a ici a été transformée en coopérative, c'est-à-dire la partie des filles, comme on appelait dans le temps. Sur la rue Le Cours ou Lavaltrie. De Lavaltrie. Et c'était transformé en coopérative d'habitation. Alors ça, peut-être qu'on vivra la même chose avec l'autre école. Il faudrait avoir une école qui remplacera celle-là. Quand même, il y a beaucoup d'enfants dans la paroisse. Mais ici, on a vu beaucoup de maisons rachetées par les enfants. Pour rester dans l'esprit, ce que je dis depuis le début, il y a une continuité. Sur la rue ici, il y en a plusieurs qui ont racheté la maison de leurs parents, comme je disais, puis de leurs grands-parents ou de leurs tantes ou des choses comme ça. Ça se fait sur la rue Bruxelles aussi, ça s'est fait à notre connaissance. On ne peut pas faire autrement qu'évoluer. On ne peut pas faire autrement. Surtout avec le métro. Quand le métro est arrivé, ça a desservi Longuepointe beaucoup, dans ce sens que tout était plus rapide, tout était plus facile. J'ai l'impression que quand on entreprend une vision, là, quand on voudrait mettre en place une vision de la Longue-Pointe, ça ne changerait pas vraiment. Je pense pas que... Ça va passer de main en main, mais on peut bonifier les services de transport, on peut bonifier les services de police, des pompiers, surtout quand ils ont des problèmes, mais on ne peut pas changer. Il faut qu'on soit proche. Hein? La police de quartier a joué un peu le rôle de rapprocher. Je ne donne pas mon opinion là-dessus, là, mais je parle de l'idée de rapprochement. Ça a été fait dans ce sens-là, peut-être. Est-ce que, auriez-vous un souhait, vous qui avez toujours vécu dans le quartier, un souhait à faire pour la communauté ici?
je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, comme des gens comme nous qui avons 70 ans, peut arriver à une maison Et plus. et dire on ne pourra pas toujours rester ici parce que, bon, notre maison, nous personnellement, là, on va devoir s'installer quelque part. Mais il demeure que ça sera certainement un jour triste parce qu'on ne voudrait pas quitter nos choses. Maintenant, on va espérer que tout évolue. Il y a toujours de la jeunesse qui s'installe quelque part. Il reste qu'on n'a plus non plus les mêmes capacités. Alors, on a des problèmes de santé aussi qui sont reliés à ces capacités-là. Et moi, personnellement, si je suis encore dans cette maison-là aujourd'hui, c'est que j'ai un hobby, disons, qui est la sculpture. Et qui, depuis quelque temps, depuis que j'ai eu une opération, j'en ai pas fait beaucoup, mais disons que j'ai toujours espoir d'en faire un peu plus. C'est ça qui me retient dans cette maison-là. Alors, d'autant plus qu'un de mes fils dit toujours, cette maison-là, il ne faudrait pas qu'elle passe dans les mains de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas la vendre. Si vous la vendez, on va être au courant. Peut-être qu'on fera quelque chose, peut-être qu'on l'achètera, on ne sait pas. Mais ça reste vague là, pour l'instant. Mais nous, moi, je reste dans cette maison-là parce que je voudrais bien produire quelque chose là, à un moment donné. Sommes-nous démodés? C'est peut-être l'esprit d'un autre temps, mais on n'est pas pour le changement. Vous êtes enraciné. Oui, c'est ça. C'est bien évident. C'est ça. Peut-être qu'on a fini par prendre la notion du village au sérieux. Bon, on l'a pris pendant des années. Ben oui. Ah, oui. Non, mais ça te rend. De toute façon, je vais. Je vais ça, on a fait